20h sur la télévision Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Hausse de l'insécurité et de la délinquance, le Sénégal, mauvais élève. Plus de 60% de la population ne se sentirait pas en sécurité. Des statistiques publiées par l'Institut africain de sondage Afrobarometer. De son côté, la police nationale annonce 62 000 interpellations après des opérations de sécurisation menées au premier trimestre de l'année 2021. Dakar étouffe, une grosse chaleur ressentie aussi dans les régions. C'est le cas à Saint-Louis où les médecins alertent et recommandent aux personnes âgées de faire attention. Journée mondiale du cœur célébrée ce 29 septembre. Les maladies cardiovasculaires raflent la mise en termes de mortalité. Au Sénégal, elles font des milliers de victimes chaque année. Dans cette édition, les conseils d'un spécialiste en cardiologie pour préserver cet organe vital. L'Union africaine divisée sur le statut d'observateur d'Israël. La polémique étale ses tentacules au Sénégal où la plateforme de solidarité Sénégal-Palestine rejette cette décision. Ses membres ont décidé de porter le combat jusqu'à ce que l'État hébreu soit exclu de l'Union africaine. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec ces statistiques. 63% de la population sénégalaise ne se sentirait pas en sécurité. Ce sont là les résultats d'une enquête menée entre 2019 et 2021 par l'Institut africain de sondage Afrobarometer. Un rapport que la police nationale s'est abstenue de commenter. Toutefois, l'institution brandit ces chiffres. Il s'agit de 62 000 interpellations réalisées au premier trimestre de l'année 2021 après des opérations de sécurisation. Aminata Mbaresso s'est entretenue avec la police. Elle nous en dit plus dans ce reportage. La sécurité des Sénégalais mise à nu. Dans un rapport produit par l'Afrobaromètre, l'enquête effectuée indique que 60% des Sénégalais ne se sentent pas en sécurité, un pourcentage qui ne colle pas avec les chiffres de la police. Le premier semestre du mois de l'année 2021, nous avons pu interpeller plus de 62 635 individus, voilà, pour diverses infractions. Et pour ces personnes, les 9 016 personnes ont été présentées au parquet, et ça pour diverses infractions. Plus de 60 000 interpellations au cours du premier trimestre de l'année 2021, des opérations résultat d'un dispositif sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez parcourir les grandes artères de la région de Dakar, vous verrez véritablement une présence policière visible. Mais au-delà de cette présence policière visible, nous avons aussi des fonctionnaires de police qui travaillent en tenue civile et qui envahissent et qui interviennent au niveau, au niveau du terrain pour dénicher les délinquants. Outre ces opérations quotidiennes, l'organisation de certains événements comme le Magal mobilise aussi les forces de l'ordre. Durant la période du Magal, au retour, on assistait à beaucoup de cas de cambriolage pour des maisons qui pratiquement étaient quasiment fermées par les occupants. Mais cette année, grâce au dispositif que nous avons mis en place, un dispositif anti-cambriolage sur toute l'étendue du territoire, cela nous a permis véritablement, au retour du Magal, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons enregistré aucune déclaration de cambriolage. Des infractions liées à la cybercriminalité figurent aussi en grande partie dans les interventions de la police. Allez, parlons à présent de cette forte chaleur qui s'est abattue sur Dakar, la capitale, mais aussi sur l'intérieur du pays. Elle serait due, selon des experts météo, à une descente des systèmes météorologiques, ce qui veut dire en d'autres termes qu'elle vient marquer la fin de la saison des pluies. Et malheureusement, on en a encore pour quelques jours, puisqu'elle va se prolonger, selon ces experts, jusqu'en début novembre. Toutefois, des pluies sont attendues aujourd'hui sur l'intérieur, mais aussi sur le sud du pays. Habib Faye a joué les messieurs météo pour nous. Regarder ça. Une forte chaleur est ressentie dans le pays, particulièrement dans la capitale dakaroise, signe de la fin de l'hivernage, selon la météo. Une augmentation de la chaleur qui est due à une descente des systèmes météorologiques appelés dépressions.
Donc ces dépressions-là, en fin de saison, ont tendance à rebrousser chemin. Nous avons des positions sur le pays qui font que la chaleur, avec l'humidité, la présence d'humidité qu'on a sur le pays, donc cela accentue cette chaleur qui est ressentie. Les températures sont très élevées ces derniers jours et vont se prolonger jusqu'au début du mois de novembre. Au sein de ces dépressions, nous avons de très fortes températures qui sont observées. Maintenant, si on est dans une situation où l'on a une dépression et de l'humidité qui est présente sur une localité, donc dans ces cas-là, nous avons une sensation de chaleur très, très étouffante du fait de cette humidité. Cependant, des précipitations sont attendues dans la soirée au centre du pays et au sud, informe la météo. Nous attendons des pluies déjà ce soir sur la partie sud-est du territoire et demain la situation devrait progresser vers la partie centre-est du pays, voire centre du pays au courant de la nuit. La capitale à Dakar, nous avons quand même des risques entre demain nuit et après-demain, mais c'est des risques très faibles. La période de chaleur est loin d'être terminée. Au courant de la journée, aussi bien que la nuit, beaucoup sont ceux qui en souffrent. Je l'ai annoncé tout à l'heure, une canicule subie à Dakar, mais aussi à l'intérieur du pays. À Saint-Louis, en tout cas, les populations en souffrent beaucoup et les médecins conseillent aux personnes âgées, mais aussi à celles qui vivent avec des comorbidités, notamment sur le plan cardiovasculaire, de faire attention. Ousseynou Diop et Abib Sek. À Saint-Louis, les pics de température sont à la hausse ces derniers jours. Une situation qui peut évoluer, selon les météorologues. Dans l'ancienne capitale, la population a bien ressenti cette hausse. Chez les chauffeurs, le travail est au ralenti. La chaleur a fait beaucoup de dégâts chez les chauffeurs. Nous ne pouvons plus travailler. Les clients se font de plus en plus rares. Vers 12h, 13h, nous sommes obligés d'arrêter les voitures. Mais à vrai dire, nous sommes très fatigués. Selon Daouda Der, la hausse des températures a complètement changé son mode de vie. Dans sa maison, les températures nocturnes sont torrides. À la maison, le ventilateur roule 24 heures sur 24. Je ne l'arrête qu'à 7 heures du matin. Parfois même, ce qu'il dégage est plus chaud. Mais avec la chaleur, nous ne pouvons que remercier Dieu, car c'est une volonté divine. Pour le médecin-chef par intérim du district sanitaire de Saint-Louis, les victimes de cette situation météorologique sont souvent les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Il a aussi prodigué des conseils à la population. Par rapport à ces vagues de chaleur, il y a ce qu'on appelle les facteurs de vulnérabilité, notamment l'âge, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, et puis le fait de travailler dans un endroit fermé, marcher, choisir la période de sortie. Et s'il faut sortir également, il faut essayer de se déplacer sous l'ombre. L'autre mesure, il s'agit vraiment de se rafraîchir. Il faut essayer de boire beaucoup d'eau, mais de l'eau fraîche. Éviter de consommer trop d'alcool. Éviter également de manger chaud. Il faut également veiller sur les autres. Le fait d'avoir l'œil sur un sujet âgé qui est à côté, un sujet âgé qui est un peu malade. Donc c'est ce qu'on appelle, il faut essayer vraiment de veiller par rapport aux autres personnes. Actuellement, la région de Saint-Louis vit une canicule extrême, même si beaucoup pensent que c'est à cause de l'hivernage. D'autres pointent du doigt le changement climatique qui commence à faire des effets sur la vie de la population. Ce 29 septembre marque la célébration de la Journée mondiale du cœur avec plus de 17 millions de victimes dans le monde. Les maladies cardiovasculaires constituent les premières causes de mortalité. Ici, chez nous, au Sénégal également, elles ruinent la vie de milliers de citoyens. Et face à ce péril, une seule ordonnance, la prévention, selon le docteur Mbaye Faye, qui s'est inscrit, le docteur Mbaye qui en a parlé avec nos reporters Mamadou Fall et Nabidja. Les maladies cardiovasculaires tuent le plus au Sénégal et dans le monde. Des millions de personnes sont atteintes par ces maladies. Pour ce cardiologue, les facteurs risques sont nombreux. Ces facteurs cardiovasculaires sont à l'origine des maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie cardiovasculaire? Les maladies cardiovasculaires, c'est un ensemble de troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. Les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité maintenant dans le monde et au Sénégal.
Ces maladies cardiovasculaires également entraînent près de 17 millions de décès dans le monde. Et 3/4 de ces décès surviennent dans les pays, comme nos pays, les pays sous-développés à faible revenu. Cependant, la solution demeure la prévention. Les gens doivent avoir l'habitude de se faire consulter pour parer à toute éventualité. Vous savez, il y a la prévention primaire, c'est une prévention qui se fait en amont de la maladie, c'est-à-dire aller se faire consulter quand on n'est pas malade. Mais c'est vrai que vous avez raison, peu de personnes consultent une demande spécifique de prise en charge en prévention primaire. C'est-à-dire, il faut que les populations aillent dans les structures sanitaires, se faire consulter, se faire dépister les facteurs de risque avant de tomber malade. C'est de cela qu'il s'agit. La célébration de la journée mondiale du cœur met en exergue le comportement des uns et des autres par rapport aux maladies cardiovasculaires. Nous devons redoubler d'efforts, surtout en cette période de Covid-19. À la une de l'actualité politique, cette décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel de suspendre le temps d'antenne accordé aux responsables politiques par ailleurs qui pratiquent le métier de journaliste ou d'animateur. Les concernés réagissent. Mamadou Ndoye du groupe Futur Média n'y voit pas d'inconvénient et approuve cette décision. Tout le contraire d'Ahmed Aïdara de D-Média qui pense que le CNRA applique là une politique de 2 poids 2 mesures. Et tous deux s'expriment dans ce reportage de Marcel Farba-Maroun et Pape Sangone Mbaye. Nous sommes tenus de respecter la loi sans hésitation. Pour me conformer, je vais prendre une disponibilité rien que pour mes préoccupations politiques. J'ai bien suivi la sortie de M. Babacar Diagne concernant les journalistes et animateurs candidats. Je suis en phase avec lui. Mais je pense que mon métier ne peut pas tuer mes ambitions politiques. Sous Macky Sall, nous avons tout vu. Tous les interdits d'hier sont presque autorisés aujourd'hui et vice-versa. Que le doyen Babacar Diagne nous montre dans le code électoral, ou bien je ne sais pas où, une partie où est inscrit ou bien écrit que les micros doivent être coupés aux journalistes ou animateurs candidats. Nous avons vu beaucoup de candidats maires en 2014 et nous n'avons jamais entendu ou bien vu écrire quelque part cette nouvelle déclaration du doyen Babacar Diagne. Aliou Sall, l'actuel maire de la ville de Guédiawaye, est un journaliste. Il a été candidat en 2014, maire. Il n'a jamais entendu ces interdits-là. Le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, c'est le directeur général de la RTS, c'est un journaliste. Accusée d'avoir changé son fusil d'épaule, la présidente du mouvement Fouta Tampi, de plus en plus lâchée par ses soutiens, nombreux sont en effet les protestataires à s'être désolidarisés de son organisation. Regroupés au sein d'un collectif, ces anciens souteneurs de Fatoumata Ndiaye continuent de revendiquer plus de considération à l'égard de Matam. Après un rassemblement interdit par le préfet, le collectif annonce prochainement une marche régionale. Ali Bandelnian. C'est une désolidarisation totale des mouvements de protestation et de contestation du Fouta contre Fatoumata Ndiaye. Fouta Tampi, président Yeyo Fouta, Fouta Insoumis, Soguivel Taki et dans des maillots émergents, tous ces mouvements ont envoyé leurs délégués à la conférence de presse tenue à Ourossogui. Regroupés au sein d'un collectif, ces mouvements persistent et signent avec le slogan Fouta Tampi. Ces propos portant sur le soi-disant ralliement n'engage que son auteur et qui était d'ailleurs un membre parmi nous, mouvement président Yeyo Fouta dirigé par Madame Kelel Ndiaye. L'auteur de ces allégations a été exclu après plusieurs erreurs de communication portant avec elle notre slogan Fouta Tampi pour en faire un mouvement. Nous sommes ni de près ni de loin liés aux déclarations de cette personne. Par ailleurs, nous profitons de cette tribune pour faire comprendre à l'opinion publique que les mouvements sont toujours là, plus déterminés qu'aujourd'hui qu'hier, et que depuis l'arrivée du président de la République lors de sa tournée économique, qu'aucun ruban n'a été coupé pour inaugurer quoi que ce soit. Nous réclamons des hôpitaux modernes, la route de Dandemayo, l'accès à l'eau potable dans les zones du Ferlo de Kanel, l'achèvement du Torson Tchilogne Ourossogui, la construction d'une université, l'emploi des jeunes et le désenclavement des routes dans le Ranérou Ferlo.
Sur la convocation de leur camarade Baïnias à la division des investigations criminelles, les principaux responsables des mouvements lui manifestent leur solidarité et se disent plus que jamais décidés à poursuivre le combat. Là, il y a des mouvements qui sont réunis pour partir jusqu'à la DIC et montrer leur soutien à notre jeune frère Baïnias et aussi à Mara. Et on leur dit, on a besoin de leur libération immédiate. Une conférence de presse qui a failli ne pas se tenir, n'ayant pas été informé au préalable, le préfet de Matam actionne les éléments de la gendarmerie venus interdire tout rassemblement sur la voie publique sans autorisation. C'est donc dans une maison au quartier Aïnoumadi qu'ils se sont repliés pour parler à la presse. La fermeture en septembre dernier des frontières sénégalo-guinéennes a eu un énorme impact sur l'économie du pays de Sékou Touré. Une grande partie de ses exportations transitant justement vers le Sénégal. À la rue Sandiniéry, fief de la communauté guinéenne, en tout cas, la réouverture annoncée des frontières est accueillie comme une véritable aubaine. Fatou Bintou Conté, Tcherno Laurent Mendy pour les détails. Année que la frontière entre le Sénégal et la Guinée fut fermée. Une fermeture qui a été un véritable calvaire pour les commerçants. C'était très difficile parce que vous savez que le commerce transfrontalier était effectivement rompu, comme on le dit, malgré quelques passages clandestins qui se faisaient, mais c'était rompu. Alors là, vous avez vu à Sandiniéry, les quelques fruits qui pouvaient venir de la Guinée ne venaient plus, compte tenu de la fermeture de cette frontière. C'était très difficile pour nous durant cette période de fermeture des frontières. Beaucoup de fruits et légumes avaient vu leur prix doubler. Qui d'ailleurs ne voyait pas sa raison d'être. Je ne voyais pas l'utilité de fermer les frontières. Nous sommes deux peuples amis, liés parfois par la consanguinité. Et chaque jour qui passe fait perdre des millions à ces opérateurs économiques. Donc il y avait énormément de manque à gagner. Beaucoup de fruits par exemple qui venaient de la Guinée ne venaient plus. Donc certains arrêts de consommation et que les Guinéens qui sont là avaient l'habitude de consommer en Guinée ne venaient plus. Donc là aussi c'était un autre problème. Il ne sera jamais trop tôt pour rétablir enfin le trafic pour ces commerçants avec la réouverture des frontières, car la fermeture avait perturbé toute la chaîne. Le lieutenant-colonel Doumbouya a fait par l'ouverture de cette frontière un geste salutaire. Parce que son coup d'État, nous on ne l'appelle pas coup d'État. C'est un coup patriotique, c'est un coup démocratique. Nous nous réjouissons de cette réouverture des frontières, car les marchandises commençaient à devenir chères et cela n'arrangeait personne. C'est aujourd'hui, ce 29 septembre, que la Guinée va rouvrir ses frontières avec le Sénégal, fermées depuis l'année dernière, lors des dernières élections présidentielles. Allez, allons voir à présent nos voisins guinéens. De l'autre côté de la frontière, à Conakry, même constat, l'annonce de la réouverture des frontières a été bien accueillie par les opérateurs économiques. Ils se disent soulagés après avoir été durement touchés par cette mesure prise par l'ancien président Alpha Condé. Des images d'Idrissa Bari commentées par Chérif Dia. Gare routière de Matam, dans la banlieue de Conakry, ce mercredi matin. Ici, nous retrouvons des transporteurs heureux d'avoir appris la réouverture de la frontière guinéo-sénégalaise. Nous sommes très fatigués. Il y a eu beaucoup de pertes matérielles sur la route. Il n'y a pas longtemps, il y avait 250 camions qui se trouvaient à la frontière. J'ai tenté de négocier, mais les anciens gouvernants n'ont jamais accepté. La réouverture de la frontière entre les deux pays sonne comme une libération pour les peuples qui ont souffert en silence ces 12 derniers mois. Ça a impacté les populations à la base, ça a impacté beaucoup de monde. Aujourd'hui, l'économie aussi va souffler à nouveau. Nous savons que ces deux pays sont interdépendants. Chacun est un poumon économique pour l'autre. Comme on peut le constater, le manque à gagner est énorme au plan économique. Cet homme d'affaires guinéen ayant vécu au Sénégal ne dira pas le contraire. Moi qui vous parle, qui vivais au Sénégal, je connais très bien l'importance de cette frontière entre le Sénégal et la Guinée. C'est deux pays qui travaillaient main dans la main, c'est deux pays qui étaient vraiment des pays frères. Ça a été vraiment un impact
négatif qui a causé cette fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée. Assine Ndiaye, chargé des relations extérieures de l'Association des ressortissants sénégalais en Guinée, fait partie de ces femmes impactées par la fermeture de la frontière par Alpha Condé. Aujourd'hui, elle se dit soulagée. L'ouverture des frontières entre le Sénégal et la Guinée est un ouf de soulagement pour nous les ressortissants qui résidons en Guinée. Parce que nous étions ralentis dans nos activités. Nous qui ayons des marchandises à Dakar et amenés à Conakry. Vice versa pour les femmes qui partaient d'ici et amenaient des marchandises à Dakar. La circulation des personnes et des biens entre le Sénégal et la Guinée peut bien reprendre grâce au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, qui continue ainsi son opération de charme. Parlons de tout à fait autre chose à présent, la sculpture sur bois, un métier qui a tendance à disparaître dans la région de Diourbel. Les artisans qui jadis jouissaient des retombées de sa pratique ne peuvent plus en prétendre autant de nos jours et pour cause. Le bois, principale matière première utilisée pour remodeler les objets, se fait de plus en plus rare, Babacar Diouf. À partir d'un tronc d'arbre, il crée toute forme d'ustensiles de cuisine, parfois même des meubles de salon, un métier qui leur a tout donné. Mais depuis un certain temps, ces sculpteurs tirent le diable par la queue. À cause de certains manquements, je fabrique maintenant des calebasses, des mortiers et pilons. Mais moi, ma spécialité, c'était les chaises. Face à la rareté des commandes qui me venaient de Dakar ou Mbour, je suis obligé de me conformer. Assis sur du bois, le bois à la main, Ousmane Sow prédit l'avenir de ce métier avec inquiétude. Ils vont presque tous à l'école. C'est un métier qui exige une certaine force. La raison est toute simple. Les forêts n'ont plus la matière première. Le peu qui leur tombe entre les mains coûte très cher. Le bois est rare. Il faut compter sur les Ziguinchor pour en disposer. Et ce qui nous arrive coûte très cher. Les 100 kilos sont cédés à 10 000 francs. Ce métier jusque-là exercé par une certaine classe sociale spécialisée est fortement concurrencé par les industriels. Hors de chez nous, vous le savez, Israël est devenu depuis le 22 juillet dernier membre de l'Union africaine avec un statut d'observateur. Ce statut en question alimente une grosse polémique. Nombreux sont les États membres de l'institution qui se demandent d'ailleurs pourquoi et comment l'État hébreu a-t-il pu bénéficier d'un tel traitement. Chez nous, ici au Sénégal, la plateforme de solidarité Sénégal-Palestine dit niet à cette décision. Ses membres, face à la presse, comptent porter le combat pour pousser l'Union africaine à revenir sur sa décision. Nous écoutons Seydi Gassama au micro de nos reporters. Une décision d'admission à l'Union africaine de l'État sioniste en qualité de membre observateur. Une telle disposition, si elle venait à être entérinée à l'occasion du prochain Conseil exécutif de l'Union africaine, prévu à la mi-octobre, serait en contradiction flagrante avec l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi qu'avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et plus généralement avec les intérêts supérieurs bien compris du continent africain tout entier. Surtout si, à la suite du président Nelson Mandela, nous savons tous très bien que la liberté de l'Afrique ne sera jamais complète sans celle des Palestiniens. La seule attitude qui vaille, c'est, conformément à la tradition de l'Union africaine, de décider par consensus de ne pas admettre Israël en tant que membre observateur. L'actualité internationale ce soir, c'est le Mali, l'Algérie, mais aussi la Tunisie. Mais commençons d'abord par le Mali, ce pays frère qui vient d'être averti par les autorités françaises. Il pourrait perdre le soutien de la communauté internationale s'il engageait un partenariat avec de nouveaux partenaires militaires. Et le récit de toute l'actualité internationale, il est signé Daniel Diouf. Mise en garde de la France au Mali, Paris qui a averti Bamako qu'il perdrait le soutien de la communauté internationale et même abandonnerait des pans entiers de sa souveraineté s'il a recours aux mercenaires de la société privée russe Wagner. Si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera, il perdra le soutien de la communauté internationale. Il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté, a lancé la ministre française des Armées, Florence Parly,
au Sénat français. Le Mali, où le Premier ministre Choguel Maïga a été triomphalement accueilli après son intervention à l'Assemblée générale des Nations unies. Les populations venues en nombre affichaient leur soutien au discours prononcé par le Premier ministre malien lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Choguel Maïga y dénonçait l'abandon en plein vol de la France, un abandon que traduit la reconfiguration de la force Barkhane. Pour rappel, lors de son séjour à New York, le Premier ministre a évoqué pour la première fois la possibilité de prolonger la durée de la transition. Sans citer l'entreprise russe Wagner, il a justifié des pourparlers avec de nouveaux partenaires militaires pour faire face à l'abandon en plein vol de la France. Vent de décrispation politique en Tunisie. Finalement, le président Kais Saied a chargé pour la première fois une femme, Najla Bouden Romdan, de former un gouvernement 2 mois après le limogeage du précédent cabinet. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la présidence tunisienne. Najla Bouden Romdan, âgée de 63 ans et scientifique de formation, inconnue du grand public, c'est la première fois qu'une femme prend la tête du gouvernement en Tunisie. Le nouvel attelage est attendu dans les prochaines heures. Et puis, le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué ce mercredi l'ambassadeur de France en Algérie pour protester contre la décision de Paris de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens. Rappelons que Paris a annoncé mardi la réduction du nombre de visas accordés aux ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Le motif évoqué, le refus de ces pays du Maghreb de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Allez, du sport, avant de clore cette édition, les Lions du Sénégal Beach Soccer honorés par la Fédération sénégalaise de football, les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021 connu le 8 octobre prochain. La Namibie, adversaire du Sénégal en éliminatoire du Mondial 2022, entame sa préparation avec 28 joueurs convoqués et le menu du round-up de toute l'actualité sportive est signé Cheikh Sadibou Diarra. Dans l'attente de la liste des Lions du Sénégal, qui va être publiée ce vendredi, celle de l'adversaire la Namibie est dévoilée par le sélectionneur Bobby Samaria. Elle est composée de 28 joueurs, à majorité de locaux, qui ont déjà entamé leur préparation de la double confrontation Namibie-Sénégal des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Des rencontres prévues le 9 octobre à Thiès pour la marche aller et le 12 octobre à Johannesburg pour le retour. L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer est pour sa part honorée ce mercredi par la Fédération sénégalaise de football. 1 mois après leur 4e place à la Coupe du Monde Russie 2021, les Lions ont reçu leur prime de participation au cours d'une cérémonie de Sargal. Le Ballon d'Or France Football fait son retour après la pause en 2020 à cause du Covid-19. À l'origine des compétitions tronquées, la 65e édition de la remise du trophée est programmée le 29 novembre à Paris. Les 30 footballeurs en lice pour succéder à Lionel Messi, vainqueur en 2019, vont être connus le 8 octobre prochain. Edouard Mendy de Chelsea, meilleur gardien de but de la saison de l'UEFA, va très probablement faire partie de la liste des nommés pour le Ballon d'Or, comme celle du trophée Lev Yakin pour le meilleur à son poste. Basketball pour terminer, la NBA est toujours dans la phase de l'élaboration de son protocole sanitaire à 20 jours du début de la saison. Les dirigeants du championnat nord-américain annoncent n'avoir pas trouvé d'accord avec le syndicat des joueurs pour imposer la vaccination. Toutefois, chaque absence pour non-vaccination, comme exigé dans certains États, sera non payée. En foot, parlons d'Idrissa Gana Gueye, une valeur sûre au Paris Saint-Germain, un grand compétiteur selon le consultant sportif Talafal. Selon Talafal, Talafal plutôt n'en pense pas moins du milieu de terrain sénégalais buteur face à Manchester City lors de la journée de la Ligue des Champions. Suivons-le toujours au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Il nous a montré quand même que c'est un joueur qui est arrivé aujourd'hui à maturité, qui montre quand même qu'il a que des qualités. Un footballeur moderne, c'est un joueur qui sait récupérer des ballons, qui sait jouer dans la verticalité et aussi qui sait marquer des buts. Donc aujourd'hui, quand on regarde ses prestations, on se dit le garçon vraiment, il est en train d'exploser. Il s'épanouit dans cette équipe-là parce que nous tous, à un moment donné, on a eu peur. On se disait, est-ce qu'Idrissa allait pouvoir jouer dans cette équipe-là? Il a montré au staff technique du Paris Saint-Germain qu'il était capable de pouvoir jouer dans cette équipe-là.
et de gagner sa place de titulaire. Parce que même dans les sorties de conférences de presse de Pochettino, on se rend compte quand même qu'il lui fait confiance. Il a envie de le voir jouer parce qu'il l'a certainement regardé jouer pendant plusieurs années en Angleterre. Aujourd'hui, maintenant, ses prestations au Paris Saint-Germain, on aimerait bien les voir en équipe nationale parce que aujourd'hui, l'équipe qu'on a, avec des Sadio Mané, avec des garçons aussi talentueux que lui, vraiment, on aimerait vraiment les voir exploser. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Abdoulaye Der dans Soir d'Info. Il reçoit ce soir Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket, pour tirer certainement le bilan des deux afro-baskets. D'abord celui des filles qui vient de s'épuiser, de se dérouler au Cameroun, puis celui des garçons qui s'est fait au Rwanda. Restez connectés et en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Merci.